un an plus tard, on a bien travaillé. Et le gros changement, c'est qu'il y a une route maintenant qui monte jusqu'en haut du champ. Du coup, il y a eu des gros engins et j'en ai profité pour faire creuser des mares, des fossés, des baissières, et on va voir un petit peu comment ça se passe. Et avant, on va faire un petit tour pour voir l'évolution des cultures. Là, on a implanté les poireaux fin juillet, non fin juin. Ils ont déjà été binés plusieurs fois. C'est une culture qui se fait à nu parce que comme ça permet de la buter, remonter la terre pour avoir du blanc et puis désherber plus facilement. Quand il y a plein de paille, on ne peut pas biner. Donc toujours les serres, on va aller d'abord dans la deuxième. Juste pour montrer comment peuvent cohabiter des légumes et des plantes vivaces. Donc là, il y a des tomates par exemple, c'est des tomates noires, cerises noires. Et là, vous avez du raisin. Ça, c'est du raisin noir. Et vous voyez, il y a les tomates, le raisin. Et là, pour l'instant, il n'est pas très grand, le pied de la vigne, mais il va aller jusqu'au bout de la serre. Donc là, on a pareil, plusieurs strates. Un couvre-sol au pied, ça va être au début de la culture des tomates. Après, ils disparaissent, ils vont revenir. Ensuite, il y a les tomates, plus la vigne au-dessus, qui permet d'avoir du raisin à l'automne. Et le couvre-sol dans l'allée avec de la luzerne, donc une plante vivace qui stocke l'azote. C'est une légumineuse, donc elle est en relation avec des bactéries. Et en même temps, elle fait des belles fleurs, donc elle est mellifère. Elle attire les pollinisateurs qui vont augmenter de moins 10% le rendement des tomates. Donc là, pour avoir des petits espaces de biodiversité, il suffit de rien faire. Là, par exemple, j'ai laissé juste en friche et vous voyez toutes les fleurs qu'il y a. Et c'est comme ça depuis le printemps jusqu'à l'automne. Et il faut savoir qu'une fleur, c'est en fait une source de nourriture. Ça attire la vie. Et du coup, vous allez avoir plein de bestioles qui vont vivre là-dedans, qui vont pouvoir après interagir avec ce qui se passe dans les parties plus cultivées. On va aller voir l'autre serre. Ça a quand même mieux poussé que l'année dernière parce que c'est une meilleure année. Où sur toute cette bande, on va avoir des poivrons avec des concombres. Là, on voit les poivrons par exemple. Ça met du temps à donner, mais ils sont quand même finis par arriver. Puis des concombres au-dessus. Là, il y a des oignons de l'année dernière qui repoussent. Des oignons japonais. On appelle ça du negi. Et ça, ils sont restés l'hiver. Il y a l'oignon là qui a donné une fleur. On va pouvoir récolter les graines. Et en même temps, il y a un autre oignon qui a repoussé. Et celui-là, on peut le consommer. Il y a plein de variétés de tomates. Hein. Ça, c'est de la cœur de bœuf rose. On voit qu'elles sont assez balèzes. Elles sont bonnes. Il y a plus de tomates que de feuilles. Là, je pense que c'est de la tomate surprise. C'est le meunier du coin là, qui m'a donné les graines. Et vous voyez, elles sont énormes. Et là, elle est en train de se casser la gueule. Et là, c'est de la rose de Berne. Et là, il y en a une massive. Au pied des concombres, il y a du basilic un peu partout, mais on ne le voit pas, il est caché, mais il donne quand même. Là, il y a les tomates, et au pied des tomates, vous voyez, il y a de la courge. Elle est venue toute seule. Et du coup, elle fait des beaux fruits quand même, et des belles fleurs. Et elle n'a pas l'air de trop gêner la tomate. Donc c'est peut-être un modèle qu'on pourrait reproduire plus tard. Vous voyez, c'est venu tout seul. Et ça peut donner des idées sur des associations à faire plus tard. Elle rampe au sol, les tomates, on les fait monter en hauteur. Et avant les tomates, il y a eu des oignons blancs, il y a eu des laitues. Tu veux dire cette année? Cette année. Et après les tomates, il va y avoir sûrement soit des choux chinois, soit de la clétone de Cuba, donc du pourpier d'hiver qui ne gèle pas, ou de la laitue d'hiver. Donc ça fait 4-5 cultures sur la même planche par an. Et au début, ça se joucte, c'est-à-dire qu'il y a les salades, les oignons, et je vais repiquer les tomates là-dedans. Et ensuite, les salades et les oignons disparaissent. Et ensuite, pour la culture suivante qui est assez fragile, donc le pourpier par exemple, là je vais enlever les tomates, soit les mettre dans les allées pour faire un compostage de surface ou les mettre sur le tas de compost. Et après là je vais repiquer une fois que la terre sera libérée, les plantes. Parce que sinon ça serait un peu trop anarchique et je perdrais de la place au mètre carré. Du coup ce serait dommage. Aux quatre coins des serres, là j'ai mis 4 vignes. Donc là c'est le plan de l'année, donc il est tout petit. Il faut imaginer dans 5 ans, là, quand il y aura de la vigne sur toute la serre. Et 4 variétés.
du blanc, du rouge, du rose. Donc on continue, il y a toujours les planches vivaces avec des fraises, des fruits qui ont bien donné cette année, surtout les cassis. Chaque année vous allez avoir une plante qui va dominer. Il y a eu moins de fraises cette année, mais il y en a eu plus l'année dernière. Il y a eu plus de cassis en contrepartie, l'année dernière il n'y avait pas beaucoup de cassis. Et quand vous avez suffisamment de diversité, vous avez des fruits tout le temps. Pas les mêmes, il y a tout le temps des fruits. Et là cette année il y a plein de mûres. Vous voyez, ils commencent à être bien charnus. Sachant que dans le jardin, des pieds de mûres comme ça, j'en ai mis partout sur toute la longueur. On va avancer, on va les voir au fur et à mesure. Pour l'instant ils sont tout petits, mais ça va devenir aussi gros que ça. Donc là il y en a un, par exemple j'ai juste mis un petit grillage sur le poteau. Et les mûres elles vont commencer après à aller un peu plus haut et je vais refaire des arches. Et il y aura ça, plus les arbres fruitiers. Donc là on voit un pommier qui commence à être un peu plus beau. Il commence à ressembler à un arbre. Et ça c'est des arbres qui sont conduits en espalier. Ça demande énormément d'entretien, c'est 2 ou 3 tailles par an. Parce que pour avoir des fructifications régulières, et pour éviter que l'arbre il devienne, comme on commence à le tailler, il commence à prendre des formes pas naturelles. Donc on est obligé, quand on commence à tailler tout le temps. Là on voit les carottes qui sont magnifiques. Je vais en déterrer une là. Ça c'est de la carotte, vous voyez, un peu différente de d'habitude, elle a des couleurs sympas. Il y a plein de variétés. Ça c'est de la blanche. Là on a de la orange un peu plus classique. Là, les courgettes cette année elles sont hyper denses. Elles ont explosé au printemps, elles sont devenues immenses. Et comme j'ai fait mes graines l'année dernière, elles se sont hybridées et du coup il y a plein de variétés de courgettes différentes. Faut savoir que comme ça, c'est pas comme les tomates, c'est des plantes allogames. Donc il y a une fleur femelle. Donc ça c'est la fleur mâle. Et la fleur femelle, vous avez le petit ovule avec la fleur au bout. Comme on voit là. Donc là, il y a l'ovule, la fleur femelle. On voit qu'il y a même une abeille dedans. Voilà. Et si vous voulez des courgettes très tôt au printemps, comme il n'y a pas de pollinisateur, ce que vous faites, c'est que vous prenez la fleur mâle, vous enlevez le pétale, vous avez le pollen, et vous venez féconder la fleur femelle avec ça. Et du coup, vous êtes sûr que la courgette est pollinisée et ça évite que le fruit il tombe ou il pourrisse, parce qu'il n'a pas été pollinisé. Ça va servir aussi si vous voulez faire de la sélection. Donc si vous voulez hybrider des courgettes pour avoir des nouveautés, vous prenez un pistil de courgette jaune comme ça par exemple. Vous prenez une courgette ronde de Nice comme ça et vous allez obtenir un mélange des deux. Donc là il y a une courgette à moitié ronde et à moitié longue, jaune, légèrement verte. Et ça va être infernal, c'est-à-dire que tous les ans vous allez avoir des nouvelles choses. Après on se base sur des sélections qui ont été créées par des gens. C'est un gros travail. Donc moi ce que je fais là c'est un peu comme du mix en fait. C'est-à-dire qu'il y a une base qui est solide, qui a été construite, et après on peut s'amuser avec cette base. Et là on voit plusieurs strates végétales avec un couvre-sol. Pas vraiment un couvre-sol, c'est plutôt une strate buisson. Au couvre-sol vous allez avoir cette espèce de laitue sauvage là. Ça pourrait être une laitue. Après vous avez un fenouil, une angélique qui pousse au milieu, et au-dessus des mûres, ça c'est des taille-berry, c'est très sucré, qui vont grimper. Là j'ai mis sur un grillage, vous voyez tout un tas de courges, et ça c'est des hybridations, pareil entre des spaghettis et des patidous. Ça fait 2-3 ans que je fais ça, et du coup sur 20 mètres vous avez à peu près 20 pieds, qui sont différents chacun. Donc là au niveau juste du travail du sol, le seul travail qu'il y a, ça va être donc, par exemple ici il y a des bâches. Ce qui s'est passé c'est qu'au printemps j'avais semé des fèves, des petits pois. Entre les fèves et les petits pois j'avais mis des radis, ça fait 3. Donc les radis sont allés vite, je les ai récoltés, les fèves et les petits pois ont donné. Ensuite je les ai fauchés, j'ai laissé sur place, j'ai bâché en attendant. Et ensuite là j'ai ramené du fumier, on a passé un petit coup de grelinette pour enlever quelques herbes genre liseron, rumex et tout. Et ensuite je rebâche. C'est-à-dire que là il y a eu du fumier et repaillé sur certaines planches. Je rebâche,
Il y a une planche de culture qui elle a juste été fumée, donc pas paillée. Et ça va me permettre d'implanter mes cultures d'hiver. Donc là, choux chinois qui sont déjà semés dans la serre, que je vais repiquer vers le 10 août. Et ensuite, la planche qui n'a pas été paillée, ça va être par exemple pour semer du navet, que je vais semer aussi vers mi-août. Donc là, on a eu du coup radis, fèves, petits pois, et ensuite il y a du chou chinois, du navet, donc tous les légumes d'hiver. Donc au niveau du bâtiment, on peut appliquer les principes de la permaculture, c'est-à-dire que chaque outil va pouvoir avoir plusieurs fonctions. Là par exemple, je me suis fait une douche solaire, donc la douche est là, et après, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir récupérer l'eau de la douche, l'épurer avec des plantes, et ensuite relancer l'eau que j'ai utilisée pour me doucher dans la cuve de stockage de l'eau de pluie pour pouvoir arroser le jardin. Vous avez la toiture qui va récupérer les eaux de pluie. Il pourrait y avoir une végétalisation sur la toiture pour mettre du thym dans des bacs parce que le thym ça pousse sur les rochers dans le sud. Ça n'a pas besoin de beaucoup de terre et ça a besoin de sec. Ça fait un espace où je peux entreposer du matériel. Donc là il y a le grain pour les poules, il y a des bâches, là il y a de l'ail qu'on a récolté. On peut aussi se poser là juste pour faire du yoga ou faire une sieste. Et en plus l'espace souterrain est occupé par un silo qui a été creusé. Donc là, il y a juste une petite trappe. Et les murs sont murés avec des briques. Au fond, il y a du sable. Et du coup, là-dedans, je peux stocker mes carottes, mes betteraves, faire des endives. En 2 après-midi, j'ai fabriqué juste un petit parapluie en fait, à tomates. Donc, je peux quand même récupérer l'eau de pluie avec. Mais c'est tout simple, quoi. C'est des pieux en acacia. Voilà, ça c'est pas de l'acacia, mais c'est des pieux en bois avec une charpente assez basique. Et du coup ça permet juste de protéger les tomates de la pluie et vous n'avez plus de problème de maladie. Donc pas de traitement, rien. Et au sol il y a juste un goutte à goutte. Mais là j'ai pas arrosé depuis le printemps. Donc, elle profite de l'eau qu'il y a autour. Autour des panais il y a des cassis et des casseilles. Et c'est l'endroit où ils sont le plus beaux du jardin. Parce qu'ils profitent vraiment des interactions avec ce qui se passe autour. C'est-à-dire que la fertilité des cassis là, est conditionnée par les 2 parcelles autour, qui sont cultivées en légumes, qui sont donc fertilisées et arrosées. Mais maintenant, on va voir que les courges commencent à investir complètement les cassis et les casseilles et s'en servent comme tuteurs pour progresser. On est du côté des poules qui ont été donc enfermées dans les framboises, histoire qu'elles désherbent un petit peu les framboises. Il y a certaines plantes qui ne vont pas désherber comme les arbres qui repoussent dedans. Donc là il y a des érables, des cerisiers et tout. Donc ça il faut repasser à la main. Mais elles font déjà un bon travail. Sachant que les poules elles travaillent mieux à l'automne, en hiver et au printemps et en été. C'est assez soft. Et plus on s'éloigne des zones 0 et 1, plus là il y a, par exemple il y a une bâche tissée. Mais ça va me permettre de ne pas avoir trop d'entretien à faire. Parce que c'est un peu loin. Du coup, moi j'y vais un peu moins souvent. Donc là, on est sur la partie plus haute du jardin, qui n'est pas irriguée et qui est beaucoup plus en pente. Et j'ai décidé sur cette partie-là de faire mes planches de culture en longeant les courbes de niveau. Pourquoi faire ça? Parce que ça va permettre une meilleure rétention de l'eau dans le sol. Malgré la légère pente, le sol a une capacité d'absorption donnée. Et à un moment donné, quand il pleut un petit peu trop, l'eau va se mettre à ruisseler. En faisant ça, il y a un petit fossé. Et l'eau, le petit fossé, là, c'est toujours au même niveau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas très peu de ruissellement. Et du coup, l'eau, elle va se stocker là et s'infiltrer dans le sol. Et rester sur place. Quand il y a eu la sécheresse, il n'a pas plu pendant 3-4 semaines, il faisait 35 degrés, donc ça s'évaporait beaucoup. Dans le petit fossé sous un petit peu de paille, c'était encore humide. Et les courgettes qui sont là, elles n'ont jamais flétri. Alors que d'habitude, dans les jardins, on voit les courgettes parfois en pleine journée qui sont flétries. Là, elles n'ont jamais manqué d'eau, sans arrosage. Grâce à la pente et au travail sur la courbe de niveau. Il faut savoir que si c'était argileux, le fait de faire des courbes de niveau comme ça, quand il y a de l'eau, ça pourrait déborder. Donc il faut prévoir que le débordement aille vers des trous ou des bassins de rétention pour que l'eau soit stockée et qu'il n'y ait pas un glissement de terrain ou qu'il n'y ait pas un ruissellement qui crée de l'érosion. C'est pour ça que un peu plus haut, on va voir,
j'ai fait un fossé un petit peu plus grand, mais ce fossé-là, il y a des arbres dessus. Les racines des arbres, elles vont permettre à l'eau de pluie de pénétrer dans les profondeurs du sol jusqu'aux nappes phréatiques. Et c'est pour ça qu'on a des si beaux arbres ici, c'est grâce à la pluviométrie. Et si on enlève les arbres, le sol a une capacité d'absorption donnée. Une fois que cette capacité d'absorption est dépassée, l'eau ruisselle et vous avez des inondations. Quasiment tous les légumes qui sont là, c'est surtout des porte-graines. Donc les courgettes que j'ai mis là, j'en récolte une partie, mais il y a une grande partie que je garde juste pour les graines. Et c'est pareil pour les céleris, les betteraves. Là il y a des graines de panais, il y a des graines de poireaux, j'ai fait des graines de petits pois. Et les graines sont volontairement faites ici, donc dans des conditions sans arrosage, sans fertilisation, pour pouvoir avoir des légumes qui au fur et à mesure sont sélectionnés pour leur aptitude à pousser ici. Donc là on voit bien on le voit pas très bien, mais il y a un fossé qui est vraiment plus profond que les autres, qui longe la courbe de niveau. Donc ça va permettre de mettre de l'eau dans tout le système en contrebas. L'excédent va dans les nappes phréatiques. Il y a des arbres fruitiers qui ont été plantés sur le talus. Et le talus mène ensuite à une petite mare. Donc là elle n'a pas été étanchéifiée, mais c'est fait exprès. Et au fond il y a un petit peu d'argile blanche, donc là il y a encore de l'eau qui reste. Et l'eau comme ça va se diffuser dans le sol tout doucement. Donc là on voit bien une espèce de terre argileuse un peu blanche, avec beaucoup de sable dedans. Et il faut savoir qu'on veut tout le temps étanchéifier les bassins, mais il faut prévoir une place pour que l'eau puisse s'infiltrer dans le sol. Parce que ici c'est surtout un bassin de rétention. Et il faut savoir que même s'il n'y a pas de l'eau tout le temps, ça va justement attirer une forme de biodiversité complètement différente qu'un bassin où il y aurait de l'eau tout le temps. Donc si vous avez un bassin où il y a de l'eau tout le temps, il va y avoir une certaine forme de biodiversité. Mais un bassin qui va s'inonder régulièrement et s'assécher va attirer encore d'autres bestioles différentes. Alors on a parlé des courbes de niveau. Tout à l'heure on a vu les planches là, qui suivaient la forme de la terre en fait. Hein. C'est ce que font dans les rizières, hein. Ils ont fait ça depuis plus de 5000 ans, hein. Ça marche encore. Donc un petit système assez simple et facile à réaliser, c'est le niveau à eau. Vous avez deux mâts en bois, là c'est des bambous. J'ai récupéré 2 bouteilles d'eau. J'ai fait un joint d'étanchéité avec des colliers, des tuyaux d'arrosage et de la chambre à air. Donc là il y a un vieux tuyau d'arrosage de récupération. Et les bouteilles, vous voyez, il y a juste un petit niveau. Alors on pouvait mettre une graduation. Moi j'ai juste mis un bout de scotch électricien. Il y a 2 colliers Colson là pour tenir la bouteille. Et du coup, quand vous êtes sur le point A, avec l'autre, vous allez à votre point B. Et on va chercher, là si je suis un peu plus bas comme ici, on va voir que l'eau va au-dessus. Il faut attendre un petit peu. Là l'eau va au-dessous du scotch. Donc je vais chercher un point qui est au même niveau à peu près. Là vous voyez, je remonte un petit peu. Normalement l'eau, je remonte. L'eau remonte aussi. Donc ça demande un petit peu de patience, mais ça va assez rapidement. Et puis vous mettez des piquets avec un bienvoyant et vous pouvez tracer votre courbe de niveau comme ça au fur et à mesure. Un autre système, ça moi j'aime bien parce que je trouvais ça assez précis, c'est le principe du niveau égyptien, là, le niveau en A. Vous avez un point A, un point B, et soit vous mettez un fil à plomb au milieu avec le traçage du milieu, vous attendez que le fil il soit bien au milieu, soit vous mettez un niveau ici, un niveau de maçonnerie. Du coup vous cherchez le point A, point B. Donc là comme je fais quand même pas mal de maraîchage, j'avais une nécessité d'avoir accès à l'eau. Et j'avais pas forcément envie de faire un forage. J'ai un puits mais il n'est pas assez puissant pour pomper en continu dedans. Et je voulais pouvoir récupérer les eaux de pluie. Donc un principe de design, on va essayer de mettre les choses en relation entre elles. Donc là j'ai fait creuser une grosse cuve d'eau. Ça va être un stockage d'eau souterrain. Et ce stockage d'eau, il va être connecté soit au puits, soit aux différentes toitures, et ensuite aux différents bassins qu'il y a à différents niveaux du terrain. C'est-à-dire que je vais pouvoir stocker l'eau à différents endroits du terrain, et ensuite la ramener juste par gravité, ici. Il y a un gros bassin qui va être un petit peu en hauteur,
qui va me permettre de faire l'irrigation goutte à goutte. Il suffit de 0,2 bar, donc ça fait 2 mètres de haut pour pouvoir irriguer vos gouttes à gouttes. Donc ça, j'aurai plus besoin de pompe. Et ensuite, quand ce bassin-là sera vide, parce que lui il est connecté à une pompe qui me permet d'arroser en hauteur et tout, quand il sera vide, je pourrai le remplir avec le bassin qui est au-dessus. Chaque bassin a un système de trop-plein et il y a une partie qui ira aussi dans des bassins qui seront plus pour la biodiversité. Encore une fois, d'occuper le maximum l'espace. Là, on va utiliser l'espace souterrain pour stocker la pluie, l'eau de pluie. L'espace juste au sol pour stocker tout le matériel d'irrigation, les tuyaux, les pompes, faire quelque chose d'isolé pour l'hiver, pour le gel. Et au-dessus, il va y avoir encore une toiture qui permettra de récupérer l'eau de pluie, et éventuellement de cultiver quelque chose dessus. Et cette structure-là pourra aussi accueillir par exemple une plante grimpante comme de la glycine, de la vigne, des ronces, des kiwis, des kiwais, toutes les choses qui vont avoir besoin d'une structure pour grimper. Comme c'est de l'eau qui est stockée pendant longtemps, et qu'il n'y a pas de circulation de l'eau, on va recréer les conditions d'une nappe phréatique. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas de soleil. Donc c'est pour ça que d'avoir un plancher par-dessus, ça va être bien. C'est une autre fonctionnalité du truc. C'est que ça va protéger l'eau du soleil, donc il ne va pas y avoir de formation d'algues et l'eau ne va pas croupir. Ce qui va être différent dans les mares où il y aura de la biodiversité, c'est qu'il y aura des plantes dedans qui vont filtrer l'eau. Et la vie qui va permettre de garder une eau propre.